Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle table ronde sur comment trouver du travail, volume 4, le quatrième volume, avec deux invités de choc comme d'habitude. Cette fois-ci, Tarek et Ryan qui seront là pour nous parler des anciens alumni de THP qui ont fait full stack, voilà, qui sont développeurs et qui sont prêts à nous partager leur vécu. Sans plus tarder, je vous invite à vous présenter. Tarek, tu veux commencer? Bon, je crois que ça veut dire que je commence alors. Bon, j'enchaîne rapidement. Bon, salut, moi je m'appelle Ryan. J'ai fait la saison j'ai fait la session printemps en 2019, quelque chose comme ça de THP. J'avais fait la version de 3 mois. Et voilà. Et après THP, j'avais continué un peu à apprendre le code, tout ça pendant 2-3 mois. J'avais cherché un travail et je me suis expatrié en Allemagne. Et là, je travaille dans la même boîte depuis à peu près 2 ans et demi. Et voilà, c'est la même depuis le moment où j'ai quitté THP. Et voilà, je suis ravi d'être là. Super, merci. Alors Tarek, est-ce que t'es là? Non. Ok, donc bon bah peut-être qu'on peut commencer par parler de toi et puis après Tarek nous rejoindra par la suite quand il aura résolu ses petits problèmes techniques. Du coup, t'as eu un premier taf assez rapidement après THP. Ouais, exactement, ouais. Enfin, assez rapidement, ouais, ça dépend. Oui, En fait, ouais. moi, comme j'ai dit, moi, j'avais fait la première session de THP, c'était 3 mois. Et après, je voulais faire la prochaine pour apprendre encore plus. Malheureusement, il n'y avait pas assez de personnes pour, à ce moment-là, à l'époque encore. Et du coup, pendant ce temps-là, j'avais terminé la session de printemps. Et pendant l'été, je crois que c'était, ouais, voilà, juin, juillet, août, je m'étais décidé de continuer à apprendre le code, de continuer à apprendre ce que c'est les tests techniques et tout ça. Puis après, au mois de septembre, j'ai décidé de me lancer avec les candidatures. Donc à peu près 3 mois à partir du moment où j'avais terminé la formation de THP. Et il me semble que j'ai eu une offre que j'ai acceptée à partir du mois de novembre. Voilà. Ouais. C'était pour un poste. C'était pour l'équivalent d'une alternance. C'est pas vraiment une alternance, mais c'était quelque chose comme ça. Une sorte de poste à moitié plein temps et mi-temps. Et donc, et voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Ok. Et après, finalement, la difficulté n'a pas trop été dans la première recherche, mais plutôt dans la deuxième recherche, c'est-à-dire que Ouais, quand tu as envie d'évoluer, c'est ça qui est intéressant aussi comme aspect, c'est-à-dire que souvent, dans les dernières conférences sur comment trouver du travail, on parlait surtout de comment trouver son premier emploi. Et là, tu auras plutôt une expérience à nous partager sur comment trouver son deuxième emploi, ouais, comment ouais. évoluer. Ouais, exactement. Ouais, comme tu as dit, ouais, c'était assez facile de trouver le premier job après THP, parce qu'à ce moment-là, je crois qu'on coûte vraiment pas très cher pour l'entreprise. Et moi, comme c'était une sorte de équivalence d'alternance, les gens ils pouvaient me virer assez facilement, tout ça. Donc c'était assez facile. Mais par contre, pour la deuxième recherche d'emploi, là, c'était beaucoup plus dur. Là, j'avais décidé de trouver un autre job, donc de changer d'employeur à partir de octobre 2021. Et j'ai reçu une offre une offre que j'ai acceptée au mois de, il me semble février 2022 ou quelque chose comme ça, donc il y a quelques mois. Donc c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. Bon, après, moi, j'avais quand même des critères assez... moi, je voulais gagner un bon salaire, je voulais pas travailler au bureau, je voulais que ce soit complète full remote. Et aussi, c'était avec des langages assez niches. Mais j'ai remarqué quand même qu'il y avait quand même une grosse différence entre la première fois où j'ai fait l'entretien et le reste, en fait. Donc, la première fois que j'avais fait l'entretien après THP, c'était juste une simple conversation, assez rapidement. Écoute, parle-moi de ton projet, que tu as fait là-bas, explique-moi comment tu as travaillé en groupe. Ouais. Et pour la deuxième recherche d'emploi, là, j'ai tout fait. Je crois que j'ai fait 30 candidatures pour des entreprises un peu partout en Europe, en Angleterre, et j'ai tout fait. Donc, j'ai eu les questions type de structure de données et algorithmes. J'ai eu les questions soft skills, les entretiens behavioral interview. J'ai eu les questions system design du type, écoute, fais-moi une conception de comment est-ce que tu construirais Twitter, comment est-ce que tu construirais Tinder, des trucs comme ça. Ouais. J'ai eu ce genre d'entretien, c'était assez intense. Et aussi les devoirs, take-home task,
quand vous faites candidater, les gens ils vous envoient un projet à faire que vous devez faire en quelques heures. Et voilà. Là, j'ai le droit à tout, là. J'imagine que... On m'entend toujours pas? Si, ça y est. Ah si, pardon, ok, je sais pas ce qui s'est passé. Ok, excuse-moi, Ryan, de t'avoir interrompu, vas-y. Non, c'est très bien. Maintenant, tu peux enchaîner sur ta présentation. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais du coup, j'aurais une petite question à me présenter. Est-ce que tu travailles en anglais ou en allemand? C'est un peu des deux. En ce moment, c'était un peu le bordel dans ma boîte. C'est un peu des deux. Des fois, le code, il est en allemand. Des fois, il est en anglais. Avec les collègues, je parle en allemand ou en anglais. Donc là, Ouais, c'était un petit mélange des deux. ça marche. Ok, bah, si je dois me présenter, j'ai fait la session de THP de octobre 2010, pas octobre, d'automne, oui, ça, octobre en fait, ça avait commencé 2017. C'était la session 2. À l'époque, bon, enfin, l'écosystème, on va dire, a changé un petit peu. Donc à l'époque, c'était assez, enfin, c'était possible, on va dire, de trouver du travail immédiatement après THP, ce qui m'est arrivé. Je pense pas que ce soit arrivé à beaucoup de personnes de ma promo. En même temps, je suis pas sûr que beaucoup de personnes dans ma promo étaient intéressées par par trouver du travail à la sortie. Mais du coup, j'ai bossé immédiatement dans une boîte qui s'appelait à l'époque Start Easy, qui a été renommée entre temps, qui s'appelle Ogo maintenant. J'ai travaillé en CDD 6 mois là-bas. Suite à ça, on m'a proposé un CDI, mais j'ai préféré continuer à me former. Et donc, je suis revenu dans le giron de THP. On avait parlé à l'époque de THP 2, THP Next. C'était une version un peu antérieure à celle que vous connaissez actuellement de THP Next. Et puis, après avoir un peu colmaté les brèches, on va dire, j'ai progressé suffisamment pour pouvoir retrouver un emploi, cette fois-ci dans une autre fintech qui s'appelle Trustper. Je suis resté là-bas à peu près un an et j'ai changé pour une troisième fintech qui s'appelle Sena. Et je suis toujours chez Sena depuis maintenant plus de 2 ans et je pense y rester pour encore très très longtemps. Donc voilà à peu près mon parcours. Juste pour que vous ayez une idée des stacks, j'ai commencé avec du Ruby évidemment puisque j'ai été formé sur Ruby et j'ai fait ça chez Ogo et ensuite chez Trasper. Mais après, pour passer chez Sena, j'ai changé complètement et donc maintenant je suis tout ce qui est, enfin, sur une Node TypeScript et puis après framework JavaScript pour le front. Donc on a React et puis il y a beaucoup d'AWS aussi, donc pour tout ce qui est infra déploiement, etc. Donc voilà pour moi. Ouais, donc ça rappelle un petit peu aux personnes que effectivement on peut avoir appris les choses d'une certaine manière avec une certaine stack technique et puis basculer tout à fait parce que finalement. Oui, absolument. C'est un des points sur lesquels je vais insister aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs points qui me tiennent à cœur en fait, enfin, des idées à transmettre pour les gens qui vont se mettre en recherche d'emploi après THP. Mais la première, c'est que le langage, c'est un frein au tout début, mais ça doit rapidement plus être un frein. Et actuellement, voilà, il faut. En tout cas, JavaScript, c'est un langage de développement web. Vous faites du web, vous devez tous faire un peu de JavaScript. Et vous devez être ouvert à l'idée de travailler en JavaScript ou avec du TypeScript pardon, assez rapidement. Et ça ne doit pas être un problème pour vous. Il se trouve que moi, quand on m'a recruté chez Sena, j'avais pas de compétences en JavaScript du tout, aucune. Cela dit, quand on a 2 ans de développement dans les pattes, en général, changer de langage, enfin, c'est pas forcément une grosse difficulté. Il y a un petit temps d'adaptation, mais c'est tout. Et je pense que pour vous, ça va être exactement la même chose. Et voilà, faut pas se mettre un frein dans la tête, faut pas se dire bon, j'ai pas fait de JavaScript, ça va m'empêcher de chercher un job dans lequel on me demande de faire du Node. Voilà. Ouais. Ouais, voilà, ouais, justement, ouais, bah, moi aussi, en fait, moi j'avais fait, bah, comme vous, j'avais appris Ruby à THP. Sauf que moi, mon premier job après THP, en fait, je pensais que ça allait être Ruby. Et puis au moment, le premier jour, j'ai commencé, ils ont dit, vas-y, on va changer, on va se mettre avec Elixir. Et voilà. Donc juste pour dire que le langage, c'est pas ce qui est le plus important. C'est juste il y a des langages, ils sont plus niches, donc vous aurez un peu plus de mal à trouver du travail dedans. Mais sinon, tout ce qui est Ruby, Python, JavaScript, tout ça, ça passe. Donc, comme d'habitude, lorsqu'on parle de chercher du travail, on va parler de mentalité, d'état de, comment dire, ouais c'est ça, état mental de recherche, parce que finalement c'est pas forcément la période la plus facile d'une carrière, surtout quand on n'est pas trop habitué à faire des recherches. Je pense que vous aurez tous les deux, en fait que n'importe qui aurait des réflexions à faire là-dessus.
Ouais, ouais. Ce qui concerne, moi je trouve le mental, c'est assez important. Parce que forcément, quand on commence à envoyer son CV à droite et à gauche, tout ça, qu'on n'a pas de réponse, que les gens ils nous refusent, forcément des fois on se remet un petit peu en question. Mais et donc c'est pour ça c'est important de parler du mental. La première chose moi que j'entends souvent parmi les gens récents de THP, c'est est-ce que je dois candidater sur la fiche de poste, je vois ils demandent tant d'années d'expérience, tant de technologie, tout ça, est-ce que je dois candidater? Moi en général la règle d'or en tout cas que je me fixe, c'est que c'est pas à moi de me censurer. Eux, ils savent vraiment ce dont ils ont besoin. Donc je leur envoie mon profil et s'ils voient que ça correspond, eh ben ils se donneront la peine de m'inviter pour un entretien et sinon ils le feront pas. Voilà. Donc moi c'est comme ça que je m'auto-censure pas à ce niveau-là. Et même une fois qu'on a eu un entretien, il y a aussi plein d'autres facteurs en fait qui fait qu'on arrive à avoir un entretien ou que l'entretien il se passe bien ou qu'on arrive à avoir une offre. Il y a des facteurs qu'on contrôle, de apprendre à se présenter, apprendre à parler de son expérience. Il y a aussi d'autres facteurs qu'on contrôle pas. Il se peut tout simplement que la personne qui va vous interroger en quelque sorte, peut-être ça peut paraître fou, mais peut-être qu'elle veut pas que vous ayez le job tout simplement. Bon, je me souviens, dans ma boîte, on faisait des entretiens assez faciles et après on a recruté une personne et une fois que cette personne-là elle devait faire passer 2 entretiens à d'autres personnes, elle faisait en sorte que les entretiens ils étaient plus durs en fait. Et nous on se demandait pourquoi, Ouais. tu vois. Et non, mais il y a plein de. Il faut aussi voir aussi où est-ce que l'intérêt des gens il se trouve. En fait, c'est aussi possible simplement que ou voilà, ou même des fois il va y avoir des gens qui vont vous interroger sur des thèmes extrêmement techniques qui sont pas forcément en rapport à ce que vous allez faire tous les jours. Ouais, ouais, c'est vrai. Une question de rapport de force ou des choses comme ça. Parce que moins il y a de développeurs dans l'entreprise, peut-être qu'eux, ils ont plus de pouvoir, peut-être qu'ils peuvent mieux négocier ou des choses comme ça. Enfin bref, il y a une multitude de raisons, tout simplement. Et des fois, il faut simplement se dire que bah, c'est pas, voilà. C'est pas à soi d'y réfléchir et qu'on y va, En quoi. fait, ouais, il y a une phase compliquée. En fait, si on regarde bien les choses, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Il y a une phase compliquée, à mon avis, à la sortie immédiate de THP, où on va dire, ou même, enfin là, vous êtes un petit peu en train d'y pallier en vous formant au quotidien. Mais il y a une petite phase compliquée pour arriver au premier emploi. Et après, les choses deviennent quand même vraiment beaucoup plus simples. Mais il se trouve que effectivement, c'est un très bon point le mental parce que la question enfin bon, vous allez passer dans l'entretien, il y a énormément d'entretiens qui sont très mal faits. Vous allez avoir des interlocuteurs qui vont vous poser des questions qui sont pas les bonnes, ils vont vous juger sur des choses que vous connaissez pas, alors qu'en fait vous pourriez apporter beaucoup de choses pour leur entreprise. Enfin bref, c'est assez compliqué quoi. Vous allez être soumis à ça. Et puis c'est une chose de se retrouver dans une situation où on a postulé, on envoie sa candidature et en fait le profil correspond pas et on a la réponse immédiatement du CTO ou du recruteur qui dit merci d'avoir répondu, mais en fait on va chercher quelqu'un qui a plus telle caractéristique. Mais c'est une autre chose de postuler, de passer à l'entretien, un deuxième, faire un test technique, et puis à la fin, se retrouver face à un lead dev ou un CTO qui regarde et qui dit oula, mais en fait t'es trop junior. Bon, c'est bien ce que tu as fait jusqu'à présent, mais nous, on n'aura pas les moyens de t'encadrer, reviens dans un an. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très démoralisant et qui est très fréquent au tout début. Donc, en fait, au début, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est un petit peu dans la même veine que ce que vient de dire Ryan, c'est qu'il faut faire un peu abstraction de tout ça, surtout mettre l'ego de côté et, euh, et regarder un petit peu les critères objectifs sur lesquels vous avez encore des difficultés et travailler pour éliminer ces problèmes-là et rendre votre candidature la plus rassurante possible. Voilà, on va probablement avoir l'occasion de revenir sur les critères qui font qu'on peut réussir un entretien d'embauche quand on est junior. Et là, le maître mot pour moi, c'est rassurer l'interlocuteur. Et en parallèle, j'ai envie de dire, si vous notifiez que quelqu'un dit reviens dans un an, reviens dans 6 mois, voilà, je pense que c'est bien de le noter dans un coin, sur un agenda ou autre, parce que, mine de rien, ça fait un carnet d'adresses qui servira plus tard. Et ça évitera de chercher auprès d'inconnus. Là, plutôt, comment dire, ça permet d'avoir un argument et de dire ah bah on s'est parlé déjà il y a un an et tout, je sais pas si vous vous souvenez, on a parlé de ci, de ça. Vous écrivez les notes, en fait, vous vous souvenez pas forcément de tout ce qui s'est passé, mais le fait d'écrire déjà tout ça, ce qui s'est passé, un petit peu, comment c'était, etc., ce qui avait amélioré et ce qui est maintenant amélioré,
Je pense que quand on revient, c'est assez cool. À mon avis, c'est toujours bien d'avoir ça sous la main. Ouais, ouais, les notes, c'est important. C'est important, là, ce que tu as dit, c'est vraiment clé. Moi, il y a aussi... moi, là, comme j'ai dit, là, je viens de passer toute une panoplie d'entretiens. Et c'est vrai qu'il y a des fois, j'aurais dû prendre plus de notes. C'est juste super important, même après pour les négociations. Mais bon, ça, ce sera pour plus tard. Ouais, ouais, bah ouais, pour alimenter un petit peu tout ça, c'est vrai que moi de mon côté, j'avais pris pas mal de notes parce que je faisais n'importe quoi, c'est-à-dire que je faisais 40 000 entretiens à la fois. Je pense que le mieux c'est vraiment d'en avoir 1, 2, 3, 4 à la fois, mais pas. Par exemple, j'en avais 9 dans la même semaine, enfin en parallèle quoi, auquel je parlais, et en fait, du coup, ça me forçait à prendre des notes. Et si les personnes me recontactaient dans 3 mois, je prenais mon bout de papier, on va dire, mon carnet. C'était un carnet improvisé, mais c'était un carnet où il y avait des notes. Et puis là, je tournais les pages, je voyais tel mois, je me suis dit, ah oui, à tel mois, on s'est contacté. Je ferai genre que je me souviens. Mais en fait, j'ai juste noté, quoi, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup trop. Donc ça peut Non, non, servir, ça peut servir. ouais, ouais, ça, déjà, c'est une bonne stratégie de candidater de postuler à plein de postes en même temps. Euh, Moi, je conseillerais vraiment de faire beaucoup de candidatures, parce que c'est un entretien, il faut aussi voir ça comme, enfin, pas vraiment un entretien, un entraînement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il Voilà, faut aussi là-dessus, voir ça ouais. comme un entraînement dans votre recherche d'emploi. Vous pouvez aussi avoir voilà, la mentalité, c'est important. Je savais que des fois, j'allais dans des entretiens, je savais que des fois, j'étais pas super préparé non plus, mais au pire, tu vois ça comme un entraînement, tu vois. Au pire, il y a quelqu'un, il va te poser une question et tu vas apprendre quelque chose. Tu vas apprendre Ouais, que tu sais pas la réponse, tout simplement. comme un Voilà, entraînement, C'est vrai, mais comme un... après, faut pas. Je suis complètement d'accord avec ça. Après, faut pas perdre trop non plus son énergie. Il faut, enfin, Voilà, quand manifestement on a 4 personnes qui nous disent bon, là-dessus, il te manque ceci, cela, bah tu notes et si le critère revient plusieurs fois, tu sais qu'il faut que tu travailles là-dessus. Un truc qui est très très important à mon avis aujourd'hui, immédiatement après THP Full Stack, on peut pas franchement postuler. C'est assez compliqué. Enfin, on peut essayer. Vous pouvez essayer de vous mettre en campagne 2-3 semaines, essayer de décrocher quelques entretiens. Mais déjà, c'est quand même assez peu probable que vous trouviez à qui parler tout de suite. Et puis, même si vous trouvez à qui parler, c'est assez peu probable de trouver un CDI immédiatement. Enfin, en tout cas, ce sera valable que pour une fraction d'entre vous. Je pense que ce qu'il faut faire directement derrière, c'est faire des projets. Il faut commencer à tout de suite montrer ce dont on est capable, faire un petit portfolio, travailler à droite à gauche, voir dans la communauté qui peut avoir quelque chose à vous faire. Vous allez voir quelqu'un qui a un développeur qui est établi, qui vient de THP, vous lui demandez est-ce que t'as pas une idée sur une gemme sur laquelle je peux participer, une librairie, un morceau de code, n'importe quoi. Et le fait de se rapprocher de gens qui travaillent, le fait d'aller dans des meet-up avec des problèmes réels, des gens qui ont des problèmes réels qui arrivent avec la volonté de les résoudre, vous allez vous constituer un petit réseau, vous allez avoir des références au moment où vous allez postuler, donc ça aussi c'est quelque chose qui va faire la différence. Et puis vous allez mettre les pieds dans le concret, c'est plus du théorique. Et donc là, quand vous allez parler de tests, vous allez plus parler de tests comme on parle de tests dans des conférences sur Internet, ou alors comme on parle de tests quand on lit un cours de THP, mais vous allez parler de tests comme on les fait réellement en entreprise, sur les éléments, les fonctions qui sont sur des chemins critiques et pas forcément sur l'intégralité de la code base, etc. Donc je pense que aller enfin voilà, il faut vous consolider, il faut faire des projets, et il faut vous faire un réseau. Et ça, c'est les éléments qui font qu'après les opportunités vont venir. Et puis au bout de 3 à 6 mois, si vous êtes un peu plus solide, là, vous recommencez à vous mettre en campagne de 3 semaines. Vous prenez les feedbacks et ça peut durer 1 an comme ça, mais après une fois que, en fait, là où il faut vraiment être solide, c'est se dire je vise mon premier job en CDI. À la limite, quelque part, presque peu importe les conditions, presque peu importe le salaire. Si vous trouvez un bon job en CDI pour faire vraiment du développement dans une équipe et vous n'êtes pas le seul développeur de l'équipe, là vous allez apprendre plein de choses. Et le job numéro 2, là, c'est carrément vous qui le choisirez avec vos conditions, quoi. Quand on est seul aussi, on apprend beaucoup, mais c'est pas pareil. En Ouais, fait, non, c'est très différent. Oui, c'est pour ça, en fait, être seul sur des projets perso, c'est ce qui va vous arriver là, à la sortie de THP, c'est très bien. Mais après, en entreprise, moi, si vous voulez aller vite, en fait, si vous voulez pas perdre le moins de temps possible, je pense qu'il
il faut viser une entreprise dans laquelle il y a au moins déjà un ou deux autres développeurs, au moins. Et si possible senior, enfin plus senior que soi-même. Non, ça c'est même pas si, enfin pour moi c'est pas si possible. Moi personnellement, je considère que c'est obligatoire, ouais, c'est absolument nécessaire. Enfin, en tout cas, dans mon expérience personnelle, c'est comme ça que j'ai progressé. C'est-à-dire que quand j'étais chez Ogo, j'étais le seul développeur, mais il y avait un CTO qui codait et qui m'a appris énormément de choses. Et c'est aussi pour ça que j'ai dû partir, enfin j'ai choisi de partir après au bout de 6 mois, mais pas prendre un CDI là-bas, parce que j'ai vu que j'allais plafonner, que j'allais pas être capable enfin, qu'il y avait un moment où mon intérêt personnel divergeait de l'intérêt de l'entreprise. Et donc c'est pas sain de rester dans ces conditions-là. Et c'est un peu la même chose qui s'est passé chez Trasper quand je suis resté 1 an là-bas. J'ai vu que très rapidement, je butais sur des, enfin voilà, il y a plus vraiment de raison de, enfin, j'étais pas le développeur que je souhaitais être et je progressais plus. Donc dans cet écosystème-là, si au quotidien on n'avance pas, on coule. Après, hein, c'est vraiment aussi simple que ça. Hein. Ouais, totalement. Il y avait un petit mot-clé que tu as dit, c'était le mot vitesse. En fait, tout dépend de. Enfin, si on veut se permettre de traîner. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens ici qui veulent se permettre de traîner 5 ans à apprendre en se prenant des murs. Mais en fait, oui, effectivement, plus on est encadré, plus on est entouré de seniors, et plus on va vite dans la progression, et c'est plus simple, c'est plus facile, tout simplement. Exactement. Et puis après, voilà, il faut travailler, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, produire du code, du code qui va servir à droite à gauche, peut-être marginalement, un blog ici, un site vitrine là, un site e-commerce là, où on contribue à un site e-commerce. Trouver des gens qui sont en freelance et qui ont besoin un peu de main d'œuvre et qui vont vous donner 200 balles, faites ce genre de choses. Après, moi, je conseille pas de vous mettre en freelance au début. C'est un débat qui est très fréquemment. Enfin, voilà. On va pas le relancer ici, mais je conseille pas forcément, même si c'est votre mentalité d'être vraiment très, très entrepreneur, etc. Je conseille pas forcément de commencer en freelance pour plein de raisons. Tu résumes un petit peu ces raisons, parce que là t'es en train de teaser tout le monde sur le point. Non, alors il y a parce que toi, je pense que tu as vu souvent le débat, mais il y en a d'autres personnes qui viennent à peine d'arriver. Oui, mais du coup il y a plein de ressources qui sont que PHP peut vous mettre à disposition. Mais du coup, bon, pour synthétiser, il y a 2 grandes catégories de freelance. Il y a les freelances qui portent des projets. En gros, un client vient vous voir et vous dit voilà, j'ai besoin j'ai envie de vendre des légumes à domicile, j'ai besoin d'un site internet qui passe ceci, cela, et puis les gens doivent pouvoir se connecter, avoir un compte et payer, etc. Et donc ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, c'est vous êtes en freelance avec un TJM, vous mettez sur Malte, et puis les entreprises viennent quand elles ont besoin d'un coup de boost sur une fonctionnalité, et puis vous vous intégrez à une équipe existante, ou alors on vous donne des spécifications, et puis vous devez les développer. En gros, c'est ça. Et la première catégorie, il y a une énorme difficulté qui est la partie administrative, juridique, etc. La relation client, c'est très très dur. Ça prend, enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Quand vous avez un souci avec un client, ça devient très très vite très compliqué. Dégager du bénéfice quand on travaille comme ça, c'est compliqué parce que les gens qui arrivent et ils se disent bon bah moi je vais mettre 5 000 € dans mon site internet. En fait, il en faudrait 50 000. Et ils se rendent absolument pas compte du résultat. Ils se rendent pas compte. Ils achètent un site internet comme s'ils achetaient une imprimante. Ils pensent que c'est censé fonctionner. En fait, non. Et après, il faut la maintenir. Et c'est pas facile, quoi. Donc il y a tout ce travail de pédagogie. Et puis il y a une exposition à un risque. Et puis après, il y a la partie administrative. Bref, c'est pas simple. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais quand on est déjà un développeur débutant, c'est vraiment pas simple. Après, il y a la deuxième façon de faire, comme je vous ai dit, en ayant un TJM fixe, on est chez Malte, et ça, c'est là vous allez faut de très bonne capacité d'adaptation parce qu'on arrive dans une nouvelle code base, il faut comprendre les fonctionnalités, il faut être capable de produire du code qui va correspondre aux standards de la code base, donc qui correspondent sur le plan syntaxique, qui soit testé correctement et qui répondent aux fonctionnalités métiers. Et puis il faut le shipper avec un certain rythme. Donc il y a une interaction avec le product, il y a une interaction avec les designers, etc. C'est quelque chose, quand on n'a pas travaillé en entreprise, ça s'improvise pas, quoi.
Et en plus, là, vous êtes en concurrence immédiate parce que comme il n'y a pas de TJM de junior, en quelque sorte, très rapidement, un junior, il va être à 400, 450 euros au jour. Bah, il va être en concurrence avec quelqu'un qui a 5 ans d'expérience. Et donc là, ça fait très très mal, quoi. La différence, elle est véritablement colossale. Entre quelqu'un qui a un TJM de 800 euros et qui va faire 10 fois votre travail, et vous qui êtes à 500 euros, bon, ben, je pense que le calcul, il est vite fait, hein, pour l'entreprise. Donc, et puis même, vous serez en difficulté très très vite si vous n'êtes pas un peu expérimenté. Après, c'est typiquement un objectif que vous pouvez vous fixer à échéance de 1 an ou 2 d'expérience. Et pour le coup, ça correspond, enfin, c'est vachement bien. Ça, c'est quelque chose que je conseille. C'est-à-dire que, mais on en parlera peut-être dans le cas d'une autre table ronde qui s'appellera comment trouver du travail tout court et pas après THP, parce que c'est tout un sujet. Mais c'est un sujet qui peut être extrêmement motivant. Je me dis quand, enfin voilà, il faut passer la première vague, mais après la deuxième, là vous avez énormément d'options et ça c'en est une, de se mettre en freelance, de se faire un salaire de 80 000 euros annuels en bossant que 200 jours. Franchement, et puis c'est une option, voilà. Mais je pense pas directement à la sortie de THP. Et bref, pour revenir à ce qu'on disait, du coup, je pense qu'il faut plutôt chercher à travailler en CDI, je pense. Hein. Je pense qu'il vaut mieux accepter. C'est pas grave d'accepter des conditions temporairement où le salaire n'est pas forcément très élevé. Il va peut-être être à 30K. C'est pas énorme, mais c'est correct si on est dans des conditions où on peut bien apprendre. Et l'idée, c'est à vraiment avoir à l'esprit, c'est que malgré le fait que vous êtes dans une situation qui est pas forcément simple et qu'il faut accepter beaucoup de choses pour pouvoir, faut peut-être faire beaucoup de concessions pour pouvoir avoir ce premier job. Il y a des choses sur lesquelles il faut pas faire des concessions, et même ça va peut-être vous aider à accélérer le processus. C'est le fait d'arriver dans un endroit où vous allez pouvoir progresser. Donc avec des collègues qui ont une certaine compétence et au moins un senior, donc un lead dev ou un engineering manager ou un CTO qui est présent à côté de vous, avec qui vous allez pouvoir progresser. Si vous n'avez pas ça, je pense qu'il faut tout simplement refuser. Et le fait de se mettre dans cette mentalité-là fait aussi que vous allez avoir une approche au moment des entretiens qui est pas celle de quelqu'un qui est passif et qui est désespéré, mais c'est quelqu'un qui pose des questions. Comment fonctionne votre équipe? Est-ce que vous êtes en process agile? Est-ce que vous avez des products? Est-ce que vous avez des développeurs qui ont beaucoup d'expérience ou pas? Allez sur LinkedIn, renseignez-vous sur l'équipe que vous allez rejoindre et n'hésitez pas à poser des questions. Avec qui je vais travailler si jamais vous me prenez? Et le fait que un CTO, par exemple, si vous êtes en process avec une boîte, le fait qu'un CTO est sur LinkedIn, un tel a essayé à consulter votre profil, c'est que c'est une information qui est très précieuse pour lui. Il se dit, il s'est intéressé à l'entreprise, il est venu voir qui bosse dans cette entreprise, n'hésitez pas à aller voir les commerciaux aussi, sur LinkedIn, ce ne sera pas vu négativement, ce sera vu positivement. Et vous vous mettez dans une optique de quelqu'un qui est très sérieux, qui fait aussi sa due diligence, et tout de suite, il y a un rapport qui est beaucoup plus symétrique entre l'employeur et le candidat, et ça joue vraiment en votre faveur. Mais du coup, je crois que ça répond à la question que Bastien il avait posée. Il avait posé dans le chat, c'est toujours difficile d'évaluer le niveau de l'équipe en place avant de s'engager avec la boîte. Et ben voilà, justement, comme Starry qui disait, n'hésite pas à contacter les gens sur LinkedIn, tout simplement à leur poser des questions, à leur poser, comment est-ce qu'ils développent leurs produits, est-ce qu'ils ont des tests, parce qu'apparemment c'est pas toutes les entreprises qui ont des tests, est-ce qu'ils font des code reviews, comment est-ce qu'ils déploient le code aussi souvent, et c'est comme ça au moins que tu auras un aperçu de comment est-ce que la boîte travaille, comment est-ce que l'équipe... Ouais. Absolument. Après, pour vous, actuellement, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ait 2-3 ans d'expérience. Si quelqu'un a le statut de lead dev, a priori, vous êtes plutôt bien tombé. De toute façon, dites-vous bien que, a priori, votre première expérience, elle va vous tenir à peu près 1 an. Il faut être capable de tenir 1 an en poste, à peu près, avant d'envisager de changer. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, et a priori, la raison pour laquelle vous serez obligé de changer, c'est parce qu'en France, il y a des pratiques qui sont... Ryan vous parlera peut-être de comment ça peut se passer à l'international. Moi, je parle en France et à Paris. C'est la même en Allemagne. alors, non, mais ce qui se passe, c'est que très concrètement,
on vous réévaluera pas de 30K à 45K. Ça, c'est ça qui, enfin, vous n'allez pas prendre 50% de progression sur votre salaire au bout d'un an. Or, en postulant ailleurs, vous allez peut-être passer de 30 à, peut-être pas 45, mais 30 à 40. Donc, de toute façon, au bout d'un an, il faut envisager de regarder ailleurs. Ça, c'est le premier point qui est très important. Et le deuxième, c'est que si vous faites moins d'un an, sur le CV, vous pouvez représenter un risque pour votre employeur futur, parce qu'il va se dire bon, je le prends, j'investis un peu sur lui, et au bout d'un an, il va se barrer. Donc, au bout de 6 mois, il va se barrer. Ça, 6 mois, vous partez au bout de 6 mois, ça peut s'expliquer, mais il faudra le justifier. On vous posera la question. Alors que si vous avez fait un an, a priori, on estime que le turnover, un turnover correct en fait, un recrutement qui est réussi dans le monde de la tech, en général, c'est quand un candidat reste à peu près 18 mois dans son entreprise. Après 2 ans, c'est plutôt très positif et c'est plutôt rare. Donc après, si vous partez au bout d'un an et que vous mettez en campagne et que vous parlez et qu'on vous pose la question pourquoi vous partez et que vous expliquez que vous êtes payé 30K et que en fait vous en méritez 42, là tout le monde, enfin, on va vous comprendre quoi. Ce sera parfaitement logique. Très bien sûr, totalement. On est déjà à 41 minutes, 40 minutes. Ça passe juste super vite, c'est déjà 40 minutes. C'est super méga rapide. Alors du coup, il y a peut-être un sujet dont il faudrait parler, c'est un peu comment cibler les entreprises avec qui vous allez parler et comment cibler vos défauts, entre guillemets, pour pouvoir arriver le plus près possible au moment du premier entretien. Carrément, ouais. Tu veux commencer, Ryan, ou j'enchaîne? Comment cibler les entreprises? Alors, moi, je sais ce que j'aurais dû faire, c'est il y a des entreprises pour lesquelles je sais que je voulais absolument travailler, et ces entreprises-là, j'aurais dû les cibler plus tard, à partir du moment où j'ai décidé de candidater, parce que souvent, moi, j'ai remarqué que ça me prend un peu de temps, quelques entretiens, de réflexion pour vraiment m'échauffer. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseillerais de commencer à peut-être candidater pour des entreprises que ouais, vous pourrez vous imaginer travailler là-bas, mais peut-être qu'il y en a une que vous voulez vraiment. Donc moi, j'hésite vraiment pas à faire juste des entretiens comme ça. Ouais, et je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je voudrais juste répondre à une petite question d'Elodie avant. Absolument, le fait de renégocier son salaire, c'est quelque chose qui peut se faire, mais ça va pas être facile. Et surtout, je pense que, enfin, faut pas hésiter à essayer, mais je pense que vous serez pas dans la mentalité de le faire, parce que vous allez voir que l'herbe est plus verte ailleurs. Vous allez vous dire, j'ai jamais essayé ça. Il y a plein de boîtes qui proposent des choses super intéressantes, et donc le fait de changer, ça va être quelque chose à mon avis de super attractif au bout d'un an. Et en plus, il y a quand même peu de chances enfin, psychologiquement, malheureusement, les recruteurs préfèrent prendre quelqu'un de nouveau plutôt que de se dire, j'ai augmenté le candidat de 10K. Bref, et donc pour revenir à la question que j'ai moi-même posée, je pense qu'il faut que vous fassiez un bon état de lieu de ce que vous êtes capable et pas capable de faire. Il faut pas faire de fixation ni sur la technologie, ni sur les sujets qui sont peut-être un peu trop seniors au début, comme l'infra. Parce que moi, par exemple, j'avais fait l'erreur de me dire, je suis nul en Docker, j'ai besoin d'apprendre Docker. On va me le demander. Alors qu'en fait, on demande jamais à un junior de mettre en place une configuration Docker, on lui demande d'être capable de l'utiliser. Et utiliser une configuration Docker, c'est 3 lignes de commande, ça s'apprend en 30 minutes et ça se maîtrise en 2 jours. Donc, vous ferez au cas par cas dans les boîtes dans lesquelles vous irez, c'est jamais un critère en fait. Donc pareil, j'avais une obsession des tests parce que à l'époque, il n'y avait pas de tests dans la formation PHP. Maintenant, vous en avez. Et je me disais, ah mince, c'est top. Enfin, j'entends partout le fait qu'il faut faire des tests. Tous les meet-up, c'est du TDD. Je sais pas faire ça, je connais pas la pratique. Je sais même pas comment on établit une stratégie de test. J'entendais des noms barbares tout le temps. Et je me suis renseigné. Et en fait, dans mon expérience professionnelle, je m'aperçois que les compétences pour tester, je les avais
je pense dans les 2 premiers mois qui ont suivi mon expérience chez Trustpair. Et donc j'ai tout appris là-bas, ce qui m'a servi concrètement. Et depuis, c'est pas très très différent ce dont je me sers au quotidien. Là où je me seniorise, par contre, c'est beaucoup plus sur les notions fondamentales. Donc, les questions qui sont beaucoup plus stratégiques sur la conception, où on met les tests, pourquoi, comment est-ce qu'on décide de passer du temps sur un sujet et pas sur un autre, etc. Mais ça vient avec le temps et c'est pas quelque chose qui est attendu de la part d'un junior. Donc, pas de faire de fixation sur la techno, pas de faire de fixation sur vos problèmes techniques. Et donc c'est pour ça que voilà, je vois un mot qui apparaît dans le Slack qui est diversité des projets. C'est exactement ça. Vous de votre côté, vous dites pas je vais me spécialiser parce que ça c'est une erreur. C'est trop tôt pour vous. Là franchement, si vous avez un projet en Flask, Mongo, n'importe quoi, faites-le. Il y a des choses que vous allez préférer, des choses que vous allez pas, que vous allez moins aimer. Mais tout ça, ça doit se lisser. Vous devez pas trop vous poser de questions, quoi. L'autre point sur lequel je pense qu'il faut mettre l'accent, c'est un peu comment, faire en sorte que votre code, il reste pas dans le, faut pas, le code, il commence pas avec la première fonction que vous êtes en train d'écrire, et il finit pas avec la dernière fonction que vous avez écrite. Il commence avec le produit, on code une fonctionnalité, et il finit après dans le cloud, sur Internet, il doit être déployé, il doit être testable, etc. Donc là, pour le moment, vous avez vu pas mal de choses où vous déployez en utilisant une plateforme comme Heroku ou une autre. Essayez de mettre les mains dans le cloud, Google, Azure ou AWS. Ça, c'est un énorme point positif. Vous avez plein de façons de progresser là-dessus. Il y a plein de tutos sur Internet, des petites formations qui vont peut-être vous coûter un peu d'argent, 15 € par mois, ce genre de choses. Mais ça vaut le coup. Il y a des certifications qui ont une énorme valeur. Et ça, c'est une compétence qui est de plus en plus demandée. Donc, être capable de déployer du code, de comprendre un peu des concepts quand on déploie, comprendre un petit peu les DNS, ce genre de choses. Alors pas à l'ancienne, en paramétrant un serveur chez OVH ou autre, mais voilà, comprendre un petit peu ces notions-là, capable de mettre un nom de domaine, être capable de déployer, de comprendre ce que c'est que le serverless et de déployer, je sais pas moi, utiliser des buckets S3, avoir des petites fonctionnalités qui font que vous allez manipuler des fonctions lambda, ce genre de choses. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider. Donc, si vous diversifiez, vous ne faites pas de focalisation sur la technique, vous n'avez pas l'ambition de vous surspécialiser maintenant et vous accompagnez votre code jusqu'à ce qu'il soit effectif, utilisable et déployé. Moi, je pense que là, vous avez mis beaucoup de chance de votre côté pour arriver en entretien en disant, moi, j'ai commencé le code il y a 6 mois, j'ai fait 3 mois de bootcamp. Et ensuite, pendant 3 mois, je fais ce projet. Ouais, super intéressant. Après, juste rapidement, gros avantage des CDI aussi, c'est que moi, dans ma boîte, en gros, les gens, ils me payaient pratiquement pour faire des erreurs. Tu vois, quand je faisais des erreurs, c'est pratiquement eux qui me payaient. Et ils me payaient aussi pour que je devienne meilleur. On avait comment on appelle ça? En allemand, c'est Weiterbildungsbudget. En français, ce serait quoi? Un budget de développement personnel. Voilà, exactement. Donc eux, ils étaient prêts à dire, tiens, voilà, on va t'envoyer dans des conférences, on va t'acheter des livres que tu as besoin et tout ça. Ça existe en France. Ouais, donc du coup, c'est aussi l'avantage d'un CDI, en fait, c'est que l'entreprise, elle veut vraiment investir dans toi. Je sais pas, moi, j'ai jamais travaillé en freelance, donc je pourrais pas dire ça, mais en tout cas, je sais que c'est le cas pour certains CDI. D'accord. Oh, ouais, ça... Oui, complètement. La formation, c'est un élément qui est absolument essentiel. Il y a beaucoup de boîtes en France qui vous allez être obligé de demander, de redemander, de négocier. Mais dans l'écosystème startup, par contre, c'est quelque chose qui est vraiment bien pris en compte. Suivant où vous postulez, ça fera même partie de l'offre d'emploi, quoi. Je vois une question sur le COBOL. Non, j'irai pas jusque là. Je pense que, quand je vous dis qu'il faut être ouvert d'esprit un peu sur la techno. Après, évidemment, les technos que vous allez vers lesquels vous allez vous diriger,
elles vont vous ouvrir plus ou moins de champs, il y a plus ou moins de champs d'application derrière. Donc ça veut dire que si vous voulez faire de la data, par exemple, il faut que vous fassiez plus de Python, même un peu de R éventuellement, mais plutôt Python. Si vous voulez faire du web, ça va être Python marginalement un petit peu, mais forcément JavaScript et Ruby. Et si vous voulez faire des choses qui vont nécessiter plus de performance, les langages vers lesquels je vous conseille, ça va être Elixir, comme Ryan a mentionné, mais surtout Rust, qui est hyper dynamique en ce moment, ou Go. Donc évidemment, le fait de choisir ces technos-là va faire qu'après, vous allez postuler dans des boîtes qui font pas forcément la même chose, quoi. Si vous voulez bosser dans une startup ou dans une fintech, n'allez pas faire du COBOL, quoi. Il y avait aussi une question de Elodie en ce qui concerne comment je me suis préparé pour les interviews en anglais. Ouais, après, moi, je sais déjà parler anglais. Donc, si toi-même, déjà, tu as un peu de difficulté en anglais, c'est vrai que ça va être dur. Mais tu peux au moins te concentrer sur l'anglais des interviews, entre parenthèses. Et pour ça, YouTube, c'est génial. Il y a plein de gens, ils font plein de system design interviews. Et voilà, en fait, en gros, c'est un exemple. C'est des mock interviews. Et des fois, ça dure des heures et des heures. Tu peux réécrire leur réponse, en fait. Tu peux le redire, t'entraîner, trouve des gens qui parlent anglais et voilà, ça devrait aller. Moi, j'ai pas trop eu de problème à ce niveau-là. Ouais. Si je peux du coup, alors il y a une question sur les certifications. Donc là, on peut trouver plein de choses. Enfin, vous allez trouver plein de choses sur Internet là-dessus. Mais il y a un classement des certifications qui payent le plus. Alors il faut s'en méfier parce que c'est à l'international, c'est pas forcément vrai en France, etc. Mais les certifications cloud de niveau, et elles sont en général assez réparties en 3-4 niveaux. Il y a le niveau complètement débutant, le niveau praticien ou associé, ils appellent ça souvent. Ensuite, le niveau professionnel et le niveau expert. Le niveau expert, c'est un peu hors de portée, c'est prématuré de parler de ça. Le niveau professionnel, c'est probablement le plus intéressant, mais les certifications qui sont plus à votre portée et qui finalement en fait payent le plus, c'est plutôt les formations de niveau 2 sur 4 associées ou bon après voilà, ça j'ai pas d'expérience très concrète de ça, mais pour le coup il y a beaucoup de littérature là-dessus, donc ça doit être vrai. Autre question de Elodie. Autre chose, hormis l'aspect langue, se renseigner sur les lois du travail, du pays, etc. Ouais, ça c'est vraiment une bonne question. Parce que même si l'Allemagne c'est un pays voisin, ils ont des règles complètement différentes en ce qui concerne le marché du travail. Ils ont plein de contrats différents, ils ont des règles, tu as seulement le droit de gagner 450 € par mois. Il y en a d'autres, si tu es étudiant, tu peux seulement travailler 20 heures. Il y a des histoires de assurance santé privée, je sais pas quoi. Ça c'est un peu galère. Et aussi des fois quand on trouve quelque chose sur Internet, on ne sait jamais vraiment si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est encore vrai, si ça a déjà été vrai. Donc, moi, en tout cas, ce que j'aime bien faire, c'est poser des questions sur Reddit. Peut-être ça peut paraître con de demander à des gens comme ça random sur Internet, mais en vrai, en général, les gens, ils sont quand même prêts à aider et au moins te pointer vers des sources qui sont encore comment on dit ça, qui sont encore valables. Ou alors essayer de regarder les anciens threads. Il y a peut-être toi t'es pas la seule qui a essayé d'emménager à Berlin et tu vas savoir que tiens, si t'as un nouveau poste là, pour une startup à Berlin, il va falloir que tu t'enregistres à la mairie ou des choses comme ça. Moi je te conseille vraiment si tu veux t'expatrier, essaye de trouver des communautés d'expats sur Internet et en général les gens ils sont vraiment prêts à aider. Ouais, ça c'est clair, mais après, pareil, je conseillerais pas du tout ça pour un premier job, pour plein de raisons. Mais la première, c'est parce que ça représente déjà un risque pour l'employeur de prendre quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Je pense que psychologiquement, le fait de prendre quelqu'un qui n'a pas d'expérience et qui en plus est à l'étranger, c'est assez compliqué. Et en plus je sais pas quelle mentalité est l'entreprise qui fait ça. Faudrait voir, mais concrètement, je serais méfiant en fait. Je pense qu'il y a énormément de boîtes en France, et donc il y a beaucoup d'options.
L'idée de s'expatrier, moi je la trouve très bonne. Enfin après c'est chacun son parcours de vie et tout ça. Puis après ça dépend aussi de votre degré de relation avec le pays en question. Je connais pas ton cas personnel Ryan, mais après si t'es prêt à émigrer, à aller t'installer, à obtenir un visa, d'un visa de travail avec un bon, c'est et puis après quand c'est dans l'Union européenne c'est peut-être un peu différent. Mais ce qui est sûr, et ce qui est sûr aussi, par exemple, c'est que si vous dites ah bah les salaires américains sont intéressants, je préfère aller bosser aux États-Unis, je peux vous garantir que, mais ça se voit d'ailleurs sur Internet assez rapidement, le niveau technique là-bas n'est pas le même qu'ici. Ce qu'on appelle un senior ici, c'est pas la même chose que ce qu'ils appellent un senior là-bas. Donc, donc je pense que la concurrence est encore beaucoup plus rude à l'étranger que ce qu'elle est ici. Donc le fait de planifier, de se dire à l'étape 2, l'étape 3, je ferai peut-être ça. C'est quelque chose de très, à mon avis, très bien. Mais pour l'étape 1, je pense que c'est compliqué. Ouais, non, ça c'est clair. Après, tu vois, je dis pas aux gens, eh vas-y, tu sais quoi, abandonne tout. Ah non, je vais être comme ça. Mais on sait jamais, tu vois, peut-être t'as une copine, elle est à l'étranger, et peut-être maintenant t'as Absolument. plus qu'elle, tu vois, elle peut pas venir en France, toi tu peux aller à l'étranger. Peut-être tu vas faire ton année de Erasmus, tu vois, et tu veux déjà te renseigner, donc c'est vrai. Après, c'est vrai, après, ouais, c'est pas quelque chose que j'essaie de vous pousser à faire, mais juste au cas où, si vous Non, avez mais c'est envie. cool de parler des possibilités, et puis Ouais, on n'a voilà. pas que des personnes qui viennent de démarrer, enfin voilà, la table ronde Ouais. à l'attention de toute la commune, donc il y a toujours des gens qui ont des profils très différents les uns des autres, et puis qui sont plus ou moins anciens, donc c'est toujours Ouais. cool de pas trop limiter non plus ces sujets-là. Ouais. Après, bah, je sais pas s'il nous reste énormément de temps, mais je voulais aussi parler, si c'était possible, du coup, enfin, l'entretien d'embauche pour essayer pour le réussir au maximum. Et Ouais, ouais, bien sûr, ouais, est-ce vas-y. qu'on peut parler de ça ou... Avec Ok, plaisir. Ouais, carrément. pardon. Ouais, alors rapidement, je sais pas s'il y a des questions là-dessus, hein, vous m'arrêtez dans le chat si vous préférez parler d'autre chose. Mais Ou sinon, en vous gros, levez la moi, main d'ailleurs. ce que je conseille, c'est vraiment déjà de pas minimiser les soft skills. Quand vous allez vous faire un CV, oubliez complètement les conventions traditionnelles de ma formation, bon, faut un peu qu'on ait une vision de qui vous êtes, mais ça doit être très marginal, et mettez au maximum les fonctionnalités sur lesquelles vous avez travaillé, que vous avez prises en main. Voilà, vous dites j'ai créé un site internet qui est déployé ici. J'ai structuré une base de données qui est là. J'ai créé les services qui permettent d'interagir entre ici et ici avec de la synchrone et un tel techno. Et on doit voir 3-4 projets bien détaillés avec ce que vous avez fait et ce que vous êtes parfaitement capable de faire, parce que comme ça, votre interlocuteur va regarder et va dire d'accord, donc toi, ça t'a fait ça comment? Et il y avait une charge de combien? Est-ce qu'il y avait 10 000 utilisateurs, 1000, 1 million? Comment t'as fait ça? Etc. Et donc là, ça permet à votre interlocuteur d'immédiatement savoir qu'il a affaire à quelqu'un de compétent et pas se poser les questions tellement du parcours, etc. Ça, c'est le premier point que je donne. Et puis après, le deuxième, c'est au-delà de la compétence vraiment de ce qu'on appelle les hard skills, donc ce que vous êtes capable de coder, il doit comprendre un peu que vous allez bien vous intégrer dans son entreprise, que vous savez vous exprimer correctement. Si vous êtes mauvais en orthographe, par exemple, un truc que je vous conseille, c'est vraiment de corriger ça très vite. Parce que vous êtes peut-être toujours dit dans votre vie, oh, c'est pas forcément utile. Et si je suis développeur, c'est pas forcément utile. Bah, je peux vous dire que ça peut même être un deal breaker pour. Enfin, on peut juste ne pas vous répondre, quoi, s'il y a des fautes d'orthographe dans vos mails. Donc ça, il y a des façons de progresser, il y a des ressources plus ou moins open source en ligne. Franchement, essayez N'hésitez de pas à les corriger ça. partager si vous en connaissez certaines de ressources pour Oui, bah, ça ou pour d'autres choses d'ailleurs, mais je veux dire dans ta volonté. ce genre de choses. Mais absolument, ouais. Et du coup, mettez en avant vos centres d'intérêt, montrez que vous êtes quelqu'un qui est ouvert d'esprit et surtout vos soft skills, votre capacité à communiquer. C'est hyper important. Vous allez passer plus de 50% de votre temps en communication, que ce soit des réunions de daily, de scrum, de machin. Vous allez devoir écrire énormément sur Slack ou d'autres canaux internes, des mails, etc. Parfois, vous allez même être face client. Donc il y a vraiment enfin voilà, faut être capable de se présenter de façon très professionnelle et de montrer que vous êtes à l'aise dans la communication, à l'oral ou à l'écrit. Ça, c'est très très important. Et
et ça peut, voilà, si vous avez une expérience, je pense qu'il y a pas mal de gens en reconversion parmi vous, si vous avez des expériences, je sais pas, parce que vous avez été commercial, parce que vous avez fait des choses à droite à gauche, il faut vraiment mettre en évidence toute la dimension humaine et soft skills que vous pouvez en extraire de ces expériences passées, parce que c'est quelque chose qui va être valorisé. Ensuite, aujourd'hui, alors après, ça c'est plus valable pour les startups, mais les boîtes, elles ont des valeurs. Et leurs valeurs, elles sont souvent visibles dans leur communication. Et donc, il faut absolument se les approprier et arriver et prouver qu'il y a un fit culturel, qu'il y a une correspondance culturelle entre vous et l'entreprise. C'est quelque chose qui va énormément rassurer. Et le dernier point que je donnerai, donc c'est, je pense qu'il faut bien se mettre à la place de la personne qui est en face de vous. La personne qui est en face de vous, elle va engager sa responsabilité sur un recrutement qui vous lui demandez, vous êtes en train de lui demander de vous faire confiance. Donc cette personne-là, elle doit se dire, je vais engager ma responsabilité, recruter quelqu'un qui va être là pendant au moins une période d'essai de 3 mois. Si je me suis planté, non seulement j'ai payé 3 mois de salaire, mais en plus de ça, j'ai payé probablement l'intermédiaire parce que le candidat n'est pas venu de lui-même, et en plus de ça, j'ai perdu du temps parce que je l'ai encadré et j'ai cherché personne en attendant. Donc il prend 6 mois dans la vue, c'est plusieurs milliers d'euros, enfin voilà, c'est galère. Donc lui, il vous perçoit comme un risque. Et quand il regarde votre profil, il se dit bon, comme il a jamais développé, comme il n'a jamais été il a jamais produit de code au niveau professionnel, j'ai des doutes sur sa capacité à être opérationnel immédiatement. Donc là, c'est là où quand on a déjà quelques expériences professionnelles passées, c'est bien de les mentionner parce que au moins vous rassurez sur le fait que vous avez été capable d'être un employé pendant 5 ans à tel endroit. Si vous avez été 5 ans chez Decathlon, mettez-le. Parce que ce sera une chose de moins, vous allez devoir sortir les rames pour essayer de convaincre que vous êtes capable de rester 1 an ou 2 ans dans une entreprise. Ceci étant dit, donc maintenant que vous avez compris le problème de votre interlocuteur, la solution, c'est quoi? Pour lui, vous représentez un risque. Donc pour vous, votre mission, elle peut se synthétiser en une phrase, c'est je rassure. Je rassure, je rassure, je rassure. Et donc c'est comme ça que vous devez ça veut pas dire je fais tout et n'importe quoi. Ça veut dire il n'y a pas de problème. Ce que je sais pas faire aujourd'hui, je saurais le faire dans 1 mois. Je saurais le faire dans 3 mois. Je saurais le faire dans 6 mois. D'accord? Il faut vraiment le rassurer sur votre capacité à progresser. Et ça, pour le coup, THP, c'est une très bonne expérience passée qui doit figurer sur votre CV parce que vous pouvez dire, voilà, il y a 3 mois, je n'étais pas capable de faire un chatbot Twitter ou je sais pas quoi. Là, je suis capable de le faire. Voilà. Et c'est pour ça que si vous multipliez les expériences après des petits projets perso, vous montrez que vous êtes quelqu'un de débrouillard, vous êtes quelqu'un qui est sérieux, qui sait travailler, qui saura être professionnel. Et toute votre communication dans les entretiens, il faut l'orienter de telle sorte à ce qu'on voit que vous êtes quelqu'un de ouvert, que vous n'êtes pas que vous n'êtes pas sur la défensive, que vous avez conscience de vos faiblesses, mais vous avez aussi conscience de votre force, qui est que ce que vous ne savez pas faire aujourd'hui, pas de problème, vous saurez le faire demain. Peut-être qu'on peut passer aux questions? Totalement, ouais. Il y en avait tout au long mais vous pouvez toujours lever la main. Si vous voyez, là, il y a une petite icône lever la main si jamais des petites questions. Ouais, bonjour, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, ouais, salut. Ouais. Ouais, d'abord, merci d'avoir pris le temps pour cette réunion, c'était super intéressant. Et je voudrais revenir sur le cas des langages qu'on maîtrise ou pas en rentrant dans une boîte. Par exemple, voilà, nous on va être formé à Ruby. Est-ce que nous on est formé à Ruby, imaginons on rentre dans une boîte, eux ils travaillent sous Python. Est-ce qu'il y a des boîtes qui vont faire l'effort de nous embaucher et de nous former en interne pour rattraper le retard, ou ils vont souvent juste chercher quelqu'un qui maîtrise déjà le langage? La réponse à cette question, elle est univoque. C'est oui. Il n'y a même pas de... Voilà, c'est oui, évidemment. Après, cette question, elle se pose même pas, en fait, quand vous avez 2 ou 3 ans d'expérience, parce que vous arrivez simplement, vous savez pas écrire du JavaScript, ça prend quelques jours, en fait, être capable de... Moi, quand je suis arrivé chez Sena,
Je connaissais pas AWS, je connaissais pas le NoSQL, je connaissais pas DynamoDB, je connaissais pas le JavaScript, TypeScript. Ma première fonctionnalité, je pense qu'elle était déjà en prod en moins de 2 semaines. Enfin, c'est pas du tout la question, c'est même pas posée. Maintenant, si vous êtes plus débutant, ça sera un peu plus compliqué. Donc ça risque d'être un sujet qui sera évoqué en entretien. Mais évidemment, l'entreprise sait que si vous êtes capable de sortir une fonctionnalité en Ruby, en Python en plus c'est très cousin, vous serez capable de la sortir. Voilà, il faudra peut-être un mois d'adaptation, c'est tout. Ouais. Après, à thème aussi, ce qu'il faut que tu te dises, c'est, je pense, apprendre un langage de programmation en entreprise, c'est encore plus facile, simplement parce que tu as déjà un exemple, c'est la code base, tout simplement. Tu vois. Si tu sais pas comment faire quelque chose, ben, tu regardes comment ça a été fait ailleurs. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et donc, du coup, après, tu apprends super rapidement. Et si tu fais ça, franchement, ça devrait aller. Après, il faut être sur une bonne code base. Moi, j'ai une anecdote, c'est que j'ai fait ça. Et au bout de quelques mois d'expérience, je me suis dit, ah, mais en fait, je suis en train d'imiter un code horrible. Non, bah après, tu apprends toujours à côté, tu vois. Tu fais toujours le code. Mais ça, c'est quoi que vous avez la code base? Alors, pardon, vas-y. C'est quoi que vous appelez la code base? Code base, le code source, tout simplement, de la boîte dans laquelle tu es. Donc, le code qui constitue ton application web, enfin, l'application web de ta boîte. D'accord. Voilà. Okay. Donc, juste pour quand même répondre à ta question, effectivement, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis de bien cibler. Évidemment, tu vas prendre des mauvaises habitudes, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'il ne faut pas rester trop longtemps dans la première expérience, même si c'est quelque chose qui se dit pas à l'oral au moment de votre entretien. Au moment de votre entretien, on va vous poser la question. C'est une question qui va se poser. Hein, est-ce que vous voulez rester, vous voyez chez nous dans 5 ans? La réponse à cette question, c'est oui. D'accord, vous leur dites surtout pas non. Oui. Et dans l'esprit, c'est pas un mensonge en fait. C'est-à-dire que faut bien se dire que vous êtes capable de vous projeter parce que le produit est intéressant, parce que il y a des choses qui sont intéressantes. Ça vous empêche pas au bout d'un an de dire bon, j'ai un petit peu fait le tour et puis j'ai beaucoup progressé, revalorisez-moi et je m'envisage de rester. D'accord, mais dans tous les cas, je pense qu'au bout d'un an, c'est bien de changer, ne serait-ce que pour ça. Faut pas, c'est intéressant de voir un autre projet ou un deuxième ou un troisième projet. Et là, vous aurez aussi de meilleures compétences pour pouvoir évaluer justement une code base, des pratiques, etc. Et puis vous allez vous dire ah ouais, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est bien, ça m'a permis de progresser, mais globalement, c'est un peu pourri par rapport à ce qui se fait actuellement. On n'est pas très bon en matière de clean code, on avait des techniques partout, etc. Voilà. Après, je voudrais juste ajouter par rapport à ce qu'a dit Ariel un truc qui moi me paraît, j'avais pas conscience que vous étiez encore en cours de formation, mais en fait, il faut bien se représenter ce que c'est que le travail d'un développeur quand vous allez arriver dans une boîte en CDI en étant junior. Et même d'ailleurs, moi qui suis à peu près senior maintenant, mon travail au quotidien n'est pas très différent. C'est en gros, vous voyez la fonctionnalité qu'on vous demande, il y a une spécification qu'on appelle une spec. Vous regardez un petit peu ce qu'on vous demande, et votre premier réflexe c'est alors, qu'est-ce qui dans le code ressemble le plus? Et puis vous faites un copier-coller bien comme il faut, vous changez les noms des variables et c'est terminé en fait. Et c'est les premières fonctionnalités qu'on va vous demander, c'est juste ça. Hein. Ce sera jamais plus compliqué que ça. Ce sera toujours quelques lignes de code et normalement, si vous avez choisi une boîte qui fonctionne correctement, normalement, même pour ça, il y aura quelqu'un qui va quand même passer derrière vous, regarder. Vous allez demander, vous allez ouvrir une pull request, donc il y aura une code review, et puis on va venir vous dire là t'as fait un copier-coller, mais t'as oublié de changer le nom de cette variable. Ici t'as mis du snake case, il fallait mettre du camel case, et c'est ce niveau de commentaire que vous allez avoir au début. Hein. Après vous allez progresser, puis on va vous dire ah oui mais tiens t'as oublié tel edge case en faisant tes tests, etc. Et donc là, ça va devenir plus intéressant. Mais au départ, c'est vraiment juste ça. Hein. Je vous rassure, tous ces mots-là, vous les comprendrez à la fin de la formation quand vous réécouterez cette Ah oui, c'est vrai. Parce que il y a mais mon message en gros c'est que c'est facile. Voilà, c'est facile, c'est beaucoup de copier-coller. Et en fait, je pense pas qu'à l'oreille de quelqu'un qui est pas encore à fond dans le code depuis longtemps, ce soit clair, mais
Ça veut dire en gros que c'est simple. Hein. Si vous réécoutez ça à la fin, vous allez être super étonné de tout comprendre et de vous dire ah oui, non mais en fait c'est rien du tout quoi. Voilà, et copier-coller du Python ou du Ruby, honnêtement, voilà, ça se fait quoi. Mais je me permets de rebondir, donc s'ils sont ouverts à nous former après sur un nouveau langage en partant quasi from scratch, donc c'est sur quoi qu'ils nous évaluent alors pendant l'entretien au-delà des soft skills? Une excellente question ça. C'est une excellente question et la plupart des entretiens sont mal faits, surtout pour les juniors, donc accrochez-vous, vous allez vous retrouver face à des trucs très très variés. J'ai eu à peu près les mêmes retours, j'ai le même retour d'expérience que Ryan. Hein. Tout ce qu'il a dit au début, c'est valable pour moi aussi. Je pourrais rajouter des exemples où je me suis retrouvé face à un CTO, le produit c'était lié au covoiturage et lui il commence à me parler d'assembleur et je lui pose la question pourquoi est-ce que tu me parles d'électronique embarquée et d'assembleur et puis il me posait des questions très techniques de définition, qu'est-ce que c'est la stack, la pile, le machin, bon. Après je me suis renseigné, mais sur le moment je me suis dit mais pourquoi il me pose ces questions et du coup je lui ai posé la question, je lui ai dit mais pourquoi vous me posez ces questions et il m'avait répondu parce que j'aime bien. Voilà, donc vous allez vous retrouver face à des gens qui raisonnent un peu comme ça et je pense accessoirement que c'est un très bon CTO hein, genre voilà mais simplement bon j'avais fait pas mal de tests chez eux et il y avait un test sur deux qui était pas terrible à l'époque quoi donc et c'est très fréquent quoi, c'est même la norme je pense. Il y a pas une réponse à ça. Il y a pas une réponse à ta question, à Thèbes. Il y a juste multitude de réponses. Il y a des gens, ils vont juste savoir que tu es un gars cool et avec lesquels tu peux boire un bière après le travail. Il y en a d'autres qui veulent exactement que tu saches comment est-ce que la concurrence ça fonctionne dans ton langage de programmation. Il y a juste une multitude. Donc d'accord, donc ça dépend de la boîte. Il y en a, ils sont vraiment plus. C'est même pas la boîte, gars. Ça dépend de. En fait, t'es face à un humain et chaque humain est différent et du coup, ouais, effectivement, c'est toujours très subjectif et très différent d'une personne à l'autre, quoi. Clairement. Ça dépend de l'équipe et ça dépend de quel membre de l'équipe aussi. Ça dépend juste de plein de facteurs. Ouais. Je pense que je pense que c'est quand même de moins en moins vrai et de moins en moins vrai plus on est senior. Mais voilà, je reviendrai juste là-dessus après, mais juste pour répondre à ta question sur ce que tu dois être capable quand même de montrer, indépendamment de du comportement que tu vas te retrouver, enfin auquel tu vas te retrouver confronté et pour lequel, bah, comme dit Ryan, t'y peux rien. Tu vas te retrouver face à quelqu'un qui est un humain qui arrive avec son arbitraire et sa subjectivité, t'y peux rien. Par contre, il y a des choses que tu dois être capable de montrer. Et ce que tu dois être capable de montrer, c'est que indépendamment de la syntaxe, parce qu'en fait, quand on parle de langage, là, on parle presque même plus de syntaxe, c'est que tu sais comment réfléchir à ta fonctionnalité, que tu vas être capable de la découper correctement, que tu vas être capable d'écrire les bonnes fonctions, que tu vas être capable de rendre asynchrone ce qui doit être asynchrone, donc de mettre dans les workers ce qui doit être dans les workers, de faire exécuter à ton back-end en direct ce qui doit être exécuté en direct, ce genre de choses. Donc des notions qui sont fondamentales, des notions de clean code. Donc le principe solide, si c'est la première fois que vous entendez parler de solide, ça faut le noter absolument. SOLID. Vous notez, vous regardez, parce que c'est des questions d'entretien. Être capable de sortir la logique métier et de ce qu'on appelle l'implémentation. Ça c'est quelque chose dont vous devez être capable de parler assez rapidement. Voilà. Après, concrètement, s'il faut un point virgule ou s'il faut des accolades ou s'il faut écrire def avant le nom de la fonction, bon bah ça c'est un détail. D'accord. Nickel, merci beaucoup. De rien. Et donc pour reprendre cette idée que les entretiens sont subjectifs et merdiques, en fait c'est de moins en moins vrai je pense parce qu'il y a de plus en plus de recruteurs spécialisés, de recruteurs qui structurent ça. Donc vous allez voir le terme barbare de TAM, TAM, qui est le Talent Acquisition Manager, et ça vous en voyez de plus en plus. Il y a quelques années, il y a 4 ans, j'en voyais pas trop ou ici et là. Maintenant c'est un peu partout. Donc les boîtes ont plus des RH, ils ont des TAM. Vous avez des structures intermédiaires comme Talent.io, Urban Linkers, ce genre de boîtes qui en fait font la relation entre les candidats et les entreprises. Et donc là, de plus en plus, des spécialistes du recrutement tech viennent pour aider à structurer les entretiens, à faire en sorte à ce que on passe pas à côté de l'évaluation des bons critères, à ce qu'on ne mette pas trop de charges, parce que maintenant ça commence à être très mal vu de faire passer des tests techniques un peu lourds aux candidats, surtout quand ils sont seniors.
Et donc vous allez vous retrouver face à des entretiens qui sont de plus en plus structurés et de mieux en mieux faits parce que l'écosystème s'adapte et aussi parce que vous allez prendre du galon, vous allez progresser, vous allez vous senioriser et donc en face ils ont intérêt à être meilleurs en fait au moment du recrutement. Carrément. Je peux ajouter un petit Il y a Elodie qui est là depuis longtemps, qui attend. Non, mais en fait, au final, Atem, il a un petit peu résumé la question que je voulais poser pas mal à Ryan aussi par rapport à son expérience sur un nouveau langage d'entrée de jeu dans une première expérience. Mais ouais, pour rebondir sur ce que vient de dire Tarek, j'ai l'expérience très récente justement d'avoir fait pas mal d'entretiens. Et maintenant, il y en a beaucoup des boîtes qui te demandent, qui te font un petit... Merde, comment on dit en français? Un pôle, enfin... qui te demandent d'évaluer un petit peu ton expérience. Ouais, un sondage, enfin pas un sondage du coup, mais... ouais, qui t'envoie un formulaire d'évaluation de comment s'est déroulé le recrutement, etc. Comment ils peuvent améliorer leur process, machin, si ça s'est bien passé, tout ça. Donc c'est qu'il y a une prise de conscience, je pense, par rapport à ça. Alors toutes les boîtes le font pas, hein. Je pense que c'est plus sur des profils de boîtes déjà pas mal sur des scale-up qui ont des moyens, qui ont vraiment des process hyper structurés. Mais du coup, ouais, c'est assez intéressant. Ouais. Après, moi, j'ai jamais répondu à ces évaluations post-entretien. Jamais répondu. Ah, moi, je le fais. Je suis gentille, moi. Parce que des fois, je sais pas, des fois, j'ai des entretiens à la con. Je fais 1, 2, 3 entretiens, je parle de mes attentes salariales, et après, j'ai plus de réponse, et à la fin, ils m'envoient ce questionnaire-là. Qu'est-ce que je te réponds? Ah oui, qu'est-ce que je te réponds? Tu vois, des fois, c'est automatique. Mais ouais, moi, je remplis pas trop ce genre de trucs. Et même, je sais pas, des fois, je sais pas, genre, j'avais un entretien et je devais faire c'était pour un job pour développeur Elixir. Et je sais pas pourquoi le CTO il voulait que je sache faire des trucs en Kotlin en fait. Et du coup il m'a envoyé son test à faire à la maison. Ça avait pris du temps. Ouais. Et je trouvais que c'était bizarre comme test parce qu'en plus avec Java il faut savoir quelle version il faut installer leur éditeur de code bizarre avec des versions compatibles. Ça m'a énervé de perdre du temps dessus, mais en général quand ils me demandent comment ça s'est passé je reste positif. Ouais. Ok. Voilà, c'est comme ça parce que mon but c'est d'avoir une offre, tu vois, mon but c'est d'avoir une offre et ensuite qu'est-ce que je vais faire avec cette offre là, tu vois. Et si le gars tu lui dis vas-y ton entretien c'était de la merde c'était de la merde, j'ai passé trop de temps juste parce que tu me fais travailler avec Kotlin alors que j'ai candidaté pour Elixir. Je sais pas, mon but c'est d'avoir une offre, comme ça après je décide si je l'utilise. Ouais, je suis d'accord avec cette mentalité, il faut aller chercher l'offre. Après le reste, même quand moi je me souviens des entretiens pour, je sais même plus qui c'était. Bref, il y a des entretiens où tu sens rapidement que ça se passe peut-être bien pour ça se passe peut-être bien pour ton interlocuteur. Tu vois, il est content, il a envie, mais toi, tu sens pas la boîte. Ouais. Tu te dis, je sais pas trop. Là, il faut garder le sourire. Il faut garder la motivation. Il faut se dire, je vais le décrocher et je leur ferai de la peine si je leur dis non, mais je vais chercher l'offre. Et parce que vous n'êtes pas à l'abri de vous retrouver un peu le bec dans l'eau. Puis vous n'êtes pas aussi à l'abri de vous retrouver aussi face à une bonne surprise. C'est-à-dire que vous vous dites, ok, d'accord, la boîte, d'accord, il y a des éléments qui me plaisent pas, mais je vois que la tech team, elle est d'enfer, et c'est avec eux que je vais passer 90% de mes journées. Bon, ça vaut le coup d'essayer. Donc ça peut, faut aller jusqu'à l'offre d'embauche. Et puis une fois que vous avez l'offre, ou alors qu'on vous a dit, on veut pas de vous, après vous répondez à toutes les questions que vous voulez, mais. Ouais, non, c'est plutôt ça. En général, ils te l'envoient pas en cours de process, c'est à la fin. Donc, mais voilà, après, moi, personnellement, ça m'est arrivé pendant des entretiens techniques, un peu comme Tarek qui posait la question de « mais pourquoi vous me demandez des trucs aussi bizarres, enfin, qui sont un peu éloignés de ce que je vais faire ?» De juste faire des remarques, en fait, par rapport à comment était présenté le petit bout de code, Arifacto, etc., pourquoi c'était peut-être pas forcément hyper lisible au départ ce qui était attendu du candidat. Enfin, tu vois, juste, je pense que c'est apprécié. Il y en a peut-être qui peuvent se vexer ou je ne sais pas et se dire que
Oui, mais leur process, il est très bien, ils ont pas envie de changer, mais du coup, t'as peut-être pas envie de bosser avec des gens qui sont comme ça, qui sont pas très ouverts, en fait, Ouais, aux suggestions ouais, d'amélioration. absolument. Et c'est pour ça que là, c'est à vous de mettre le curseur parce que moi, je me dis 1 an, c'est franchement, ça vaut le coup pour après avoir plus de problèmes. Mais voilà, faut pas accepter tout et n'importe quoi. Et moi, l'élément sur lequel je transigerai pas, c'est vraiment le côté. Je sais que c'est une bonne équipe et que je vais apprendre plein de trucs. Il y aura peut-être un peu de pression, j'ai peut-être un CEO qui est un con et ça va nulle part, son produit. Bon, c'est comme ça. Mais j'aurai cette approche-là. Et puis après, parce que là, je vois qu'il y a une remarque très pertinente de Bastien. Je suis d'accord. Hein, moi, c'est pareil. Hein, j'ai beau avoir un peu plus d'expérience et m'être intéressé au recrutement à une époque, moi maintenant. Ce dont je vous parle, c'est beaucoup plus des startups, scale-up, même insurtech et fintech, et moins junior, on va dire. Je connais moins le recrutement junior. Donc, moi, j'ai vu que dans cet univers-là, le recrutement, il s'est complètement uniformisé. Et par exemple, on fait beaucoup plus de mise en situation que de tests techniques. Mais par contre, c'est vraiment, ça concerne des candidats qui ont 15 ans d'expérience, qui ont été lead dev, donc pour vous, je sais pas comment ça se passe concrètement. Je pense quand même que quand on passe par Talent.io et qu'on vise ce type d'entreprise, d'ailleurs mieux vaut viser des entreprises qui sont pas trop early stage. Ça c'est mon conseil pour la première expérience. Les suivantes, c'est une très bonne idée, mais pour la première expérience, je n'irai pas sur quelque chose qui est trop early stage, notamment parce qu'il y aura pas la structure et il y aura pas les équipes. Mais à ce moment-là, vous aurez quand même de grandes chances de tomber face à quelqu'un qui a la tête bien faite et qui va pas vous poser des questions absurdes. Pour peut-être partager mon expérience, parce que du coup, moi, j'ai fait mon process de recrutement là, il y a 1 mois. Et je suis positionnée sur du mid-level, donc autour de 3 ans d'expérience. Et effectivement, enfin, moi j'ai trouvé que les process étaient pas mal adaptés. Honnêtement, j'ai laissé de côté ceux qui me demandaient des trucs à la maison, typiquement des projets qui prennent une journée à faire, parce que je considère que stratégiquement, c'était pas une bonne idée pour moi d'investir mon temps là-dedans. J'ai fait un peu comme Jocelyn, j'ai stack up un peu les entretiens, j'en avais jusqu'à 4 par jour, pas forcément des entretiens techniques par contre, j'en foutais pas plus de 2 par jour dans la même journée parce qu'après c'est violent mentalement, mais du coup ouais, moi je trouve que c'est super intéressant comme témoignage parce que voilà, moi ça c'est un truc que je pense que au bout de 2-3 ans d'expérience, vraisemblablement vous changerez. Et ils vont passer vous allez passer, je pense les gens qui nous écoutent là vont passer dans le même type de process que toi. Et donc t'as un tunnel et ce que je trouve très intéressant dans ce que tu racontes, c'est que tu commences déjà à parler de choix. Tu dis voilà, je peux me permettre de me dire eux leur process de recrutement me plaît pas, donc j'y vais même pas. Et malgré tout, tu te retrouves à avoir quand même 4 entretiens par jour et tu fais ta petite campagne de recrutement et puis tu trouves ton job, quoi. Donc ça, c'est quand même hyper confortable. Ouais, j'ai des stats pour ceux que ça intéresse, mais je suis passée par Talent.io, du coup, super plateforme, tu mets juste ton profil et en fait, c'est les entreprises qui te demandent de faire des entretiens, en fait. Et concrètement, j'ai dû arrêter les frais très vite parce que sur la première semaine, j'ai eu 15 contacts d'entreprises, ce qui faisait beaucoup. Et je suis quand même allée à minima sur un entretien préliminaire avec 10 entreprises. Donc j'en avais éliminé 5 d'office. Donc voilà, ça a pris 1 mois au total pour aller en bout de process avec finalement les 8 finalistes. Et là-dessus, j'ai eu 4 offres. Donc qui est quand même très correct, donc j'ai eu pas mal de choix. Mais voilà, effectivement, du coup, je voulais quand même concentrer mon temps. Et puis parce que j'ai compris aussi en faisant des entretiens techniques en live coding que c'est comme disait Tarek tout à l'heure, c'est à double sens. C'est-à-dire que le pouvoir, il est réparti. Vous êtes aussi là pour interviewer vos intervieweurs, en fait.
et voir un petit peu si c'est des gens avec qui vous avez envie de faire du pair programming, si c'est des gens qui ont de la pédagogie pour vous guider, pour vous donner un petit peu des coups de main pour avancer. Enfin, du coup, voilà, pour moi, l'entretien à la maison, il est pas... J'ai exactement le même retour. En fait, quand j'ai donc comme je vous expliquais, j'ai commencé chez Ogo, puis ensuite une année chez Trustper. Et à l'issue de mon expérience chez Trustper, je suis passé par Talent.io et je me suis mis dans l'optique de trouver du travail en 1 mois, 2 mois. J'avais exactement cette mentalité-là. Et Talent m'a proposé immédiatement 10 entreprises. Dans ces 10 entreprises, j'ai commencé le process avec 7 et j'ai eu 3 offres. Donc ça correspond exactement à ce que tu racontes. Et à l'époque, j'avais, je me rappelle que la question du test technique, elle s'est même presque pas posée. Que pareil, j'en avais pas fait ou presque pas. J'étais déjà dans la discussion avec les stakeholders et avec les cofondateurs. Et moi, mon optique, c'était de trouver une boîte dans laquelle je pouvais avoir de l'intéressement et dans laquelle j'allais pouvoir contribuer au projet très rapidement et parce que c'était ça qui m'intéressait. C'était pas de devenir un expert d'une techno ou quoi. Et c'est comme ça que j'avais fait mon choix. Et je pense que c'est complètement possible pour n'importe qui de se retrouver dans cette situation-là, de faire un choix qui va être le même que moi ou un choix différent, voire même pour reconnecter avec ce que je disais au tout début de la table ronde là, de se dire je me mets en freelance, je me mets en TJM de 600 €, et puis je fais une mission de 3 mois ici, une mission de 6 mois là. Ça permet d'aller à droite à gauche, de s'impliquer moins dans les projets. Il y a une exigence qui est différente parce que il y a une pression qui est pas forcément la même, mais on s'implique moins dans les projets. Pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre parler de bullshit de start-up ou d'aller faire des team building, si c'est pas votre truc, vous serez très très bien en freelance. Et là pour le coup, c'est aussi une bonne première façon de commencer à l'international, parce que les contrats c'est beaucoup moins engageant. Donc vous pouvez mettre un pied à l'étranger en faisant ça en étant en freelance. Et donc c'est le futur, c'est un futur dont on vous parle et qui à mon avis est acquis à partir du moment où vous avez 1 an d'expérience assez solide dans une boîte. Ouais, là justement, là, Elodie, elle vient de dire que elle prenait pas les take-home tasks, donc les devoirs en quelque sorte qu'ils donnent à faire. Mais c'est vrai que là, si vous allez terminer THP, moi je vous conseille de faire tout ce qui vous demande. Et en plus, on sait jamais en fait, parce qu'après moi j'en avais fait un là au mois d'octobre et j'avais complètement réussi. Et après, le projet était super bien, tout ça. Et après, dans un autre entretien, je sais pas, il m'avait demandé c'était System Design Interview, c'était super compliqué, donc du coup, j'ai arrêté le processus. Mais après, par contre, pour un autre entretien encore plus tard, pour la boîte à laquelle là, je vais changer, là, j'ai eu l'occasion de présenter le projet que j'avais fait pour l'autre entreprise, en fait. Et je leur ai expliqué, voilà, là, c'est le take-home task que j'avais fait. J'ai décidé de pas continuer avec cette entreprise-là pour des raisons X ou Y. Mais par contre, vu que j'ai pris du temps pour m'investir dedans, j'aimerais vous en parler. Et voilà, tu vois, au final, j'ai fait une pierre deux coups. Mais voilà, donc franchement, si vous commencez, de toute façon, vous allez sentir quand vous allez pouvoir faire le picky, choisir ce que vous voulez. Mais au début, parce qu'au début, c'est juste l'occasion d'apprendre. Peut-être on va vous poser des questions que vous allez voir des trucs que vous n'avez pas maîtrisé. Moi, je me souviens, j'en avais fait un et il fallait que je comprenne ce que c'était un seed en fait. Et il m'avait demandé de faire une API qui envoie tout le temps les mêmes données en fonction d'un token, je sais pas quoi. Il y avait juste un petit truc que je n'avais pas compris, le seed, comment ça fonctionnait, comment c'était random ou pas. Et donc du coup, j'avais eu au moins l'occasion d'apprendre en faisant ce test qui m'avait pris un peu de temps, mais bon, si tu vois ça comme l'opportunité d'apprendre, ça va aller, surtout au début quand t'as pas plein d'offres dans la main. Voilà, absolument, je suis d'accord. En fait, pour rebondir là-dessus, typiquement, je mettrais peut-être la handle GitHub de Lucien, qui est Crisicia, où il a un repo très bien comme ça, où il a répertorié en fait des tests techniques qui sont
accessibles librement. Donc il y en a des très connus comme celui de Drivey qui est maintenant Getaround. Et ça, c'est des choses que j'ai faites pour le plaisir et aussi parce que c'était une bonne opportunité d'apprentissage avant. Là, c'est vrai que là où j'étais, je m'étais donné 1 mois finalement pour trouver du taf. Donc c'était ma stratégie sur ce plan-là. Mais évidemment, je les ai gardés en fait, les tests techniques maison qu'on m'a demandé. Et je vais les faire comme side project en fait, pour voir un petit peu s'il y a des choses intéressantes dans le lot à faire pour moi. Donc complètement d'accord avec ça, Ryan. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, du coup, j'ai pas posé ma question, j'ai fait que parler. Je suis désolée. Ouais, non, je me demandais, parce que je t'ai vu quand même pas mal souvent sur le channel Algo, on n'en a pas trop parlé, ça tourne autour de la thématique. Comme quoi, attendez, je fais une petite parenthèse, il y a des personnes qui disent ouais, le Slack, machin. Il y a des gens dessus. Ouais. Bah oui. Et donc ça m'intéresse pas mal de savoir, au-delà finalement de la question à laquelle tu as répondu tout à l'heure, que posait Atem, qui était de savoir comment t'es formé en interne finalement sur un autre langage. C'est quoi, et à Tarek aussi, c'est quoi vos petites routines pour vous avoir cette espèce d'apprentissage culture G plus large sur la computer science, l'algo, enfin voilà, essayer de... Alors, l'algo, je vais dire un truc qui est pas très politiquement correct dans le monde tech, mais il faut le mettre de côté, je pense. Même pour les bacs, le back-end. Oui, moi je pense qu'il y a très peu de. Si on vous demande de faire de l'algo, c'est qu'a priori ils se sont trompés de candidat. Je dis ça par provocation, mais je pense que il y a des petites choses élémentaires à savoir. Il faut bien comprendre les structures de données. Il faut être capable de modéliser une base de données. Mais après, il faut comprendre des choses élémentaires sur les questions de performance, comme les requêtes M+1, ce genre de choses. Bon, il y a des choses à savoir faire. Mais après, vous n'êtes pas ingénieur et vous avez largement le temps de progresser en algo au fur et à mesure que ça vient. Je ne crois pas, de toute ma courte carrière de quand même 4 ans dans le monde du développement web, je ne crois pas avoir eu une seule fonction à écrire qui nécessitait des compétences en algo. Et pourtant, j'étais sur des produits qui sont dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'assurance, etc., dans lesquels il se passe un peu des choses, mais en réalité, les fonctionnalités qu'on va vous demander, c'est pas trop là que ça se passe. Ce sera probablement plus le cas si vous faites de l'Elixir, justement, du Go ou du Rust, mais a priori, si vous êtes sur du Ruby, Python ou JavaScript, ou alors si vous êtes dans la data, mais la data, a priori, on va demander aux data analystes de le faire et aux data scientists de le faire. Ouais. La raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est parce que vous avez une tendance à aller faire des tests d'algo, à essayer de progresser en algo, et on n'aurait pas ces questions d'entretien. Pareil, je commence à avoir fait beaucoup d'entretiens, c'est assez rare. Ou alors des choses élémentaires, par exemple coder un palindrome ou un détecteur de palindrome. Et ça, vous serez capable de le faire. Voilà, ça va. C'est de la manipulation d'arrêt généralement. Il a pas fait l'ex-Tarek, ça me fait rire. Mais juste un dernier point là-dessus. Donc après, donc je sais que cette opinion n'est pas forcément partagée par tout le monde, donc je laisserai les autres opinions s'exprimer, celles qui sont contradictoires. Mais juste pour répondre à Elodie sur comment est-ce qu'on progresse au quotidien. Alors déjà, ou comment est-ce qu'on se maintient à jour sur le plan de la culture dev. Le fait de bien choisir l'écosystème et votre entreprise, c'est aussi important de ce point de vue-là. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas activement ouvert un onglet pour me renseigner sur quelque chose. C'est juste, ça tombe tous les jours. Tous mes collègues, t'as vu ceci, t'as vu cela, etc. Mais quand est-ce qu'AWS va passer en Node 16 regarde, il y a déjà Node 18 qui est sorti, etc. Enfin, tous les jours, j'ai des tips dev là-dessus. Et donc, bon, il y a beaucoup d'entre vous qui font ce travail-là, qui font ce travail de partager sur Discord ou sur Slack. Donc les autres, profitez-en, partagez. Et perdez pas cette habitude d'être dans les bons réseaux, avec les bonnes personnes, dans les bons meet-up, et ça va vous faire monter tout seul. Vous n'aurez pas à faire un effort démesuré parce qu'en fait, il y a du ruissellement, il y a du partage. Non, mais je suis d'accord, je trouve pas que ce soit controversé comme opinion. Au contraire, ça fait partie de ce que tu sélectionnes dans une boîte, justement, c'est
savoir s'il y a ce type de dynamique en interne de partage et de passion. En fait, tu le vois si c'est une équipe qui a la flamme et qui est juste intéressée par les technos sur lesquels ils bossent et qui ont envie de partager ça. En ce qui concerne l'algorithme, c'est vrai que tout de suite après PHP, tu n'en as pas besoin, mais en tout cas, moi, ça m'a quand même aidé quelques fois, et je pense que ça dépend aussi sur quel genre d'entreprise Ouais, c'est vrai. tu candidates. Là, j'ai un pote, il est à Londres, et lui, il se tue tout le temps sur LeetCode, tout ça, il se tue tout le temps sur les problèmes algorithmiques, parce qu'il sait que ça va tomber en entretien. Mais franchement, ça, c'est vrai que tout de suite après PHP, vous n'en avez pas du tout besoin, mais quelques années après, ça peut tomber. Moi, je sais que dans les entretiens, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, et ça m'a quand même bien aidé de pouvoir... même parce que après aussi, là, comme tu as dit, là, Tarek, c'est vrai qu'on n'est pas ingénieur, mais c'est vrai que l'entretien ensuite, tu n'as pas non plus toujours besoin d'être ingénieur. Des fois, il faut juste savoir avoir un peu de connaissances pour dire quelque chose pendant 10-15 minutes. Voilà, on va te poser une question. Tiens, ton code là, c'est quoi comme la vitesse ou l'espace que ça prend, des choses comme ça. Donc, pas forcément besoin de tout connaître en profondeur, mais moi, ça m'a quand même aidé quelques fois. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment faire la part des choses. C'est-à-dire que il faut être capable de comprendre ce qui est significatif de ce qui ne l'est pas. Ça, c'est ça qui est le plus important au tout début. Les ordres de grandeur. Par exemple, quand on optimise des requêtes dans la base de données, se dire que c'est important parce qu'on s'est dit que c'est important. Bon, alors que quand on se rend compte effectivement qu'on a une requête qui prend 1 seconde et demie et que c'est complètement inacceptable parce que l'utilisateur, lui, il est coincé pendant qu'il y a un aller-retour dans le back-end, ça, c'est un énorme problème. Gagner quelques microsecondes parce qu'on a utilisé une syntaxe plutôt qu'une autre, le jour où ça va avoir un impact réel sur votre utilisateur qui lui ne perçoit pas, bon, il faut faire la part des choses. Par contre, cette microseconde, si vous avez des traitements qui se font des milliards de fois, là vous perdez des heures, voire des jours. Donc, il faut être capable d'optimiser de telle sorte à ce que ça ait l'impact qui est désiré. Donc, il faut avoir vraiment conscience des ordres de grandeur. Ouais, c'est une question de scale. Ouais, mais après aussi, juste un point concernant l'algorithme, c'est vrai que c'est autant quelque chose que tu peux utiliser dans ton métier. C'est vrai que moi c'est rare, je crois que j'ai jamais eu besoin de faire ça, mais c'est aussi et surtout, j'ai l'impression, un moyen de filtrer en fait les candidats. Il y a plein d'entreprises, ils veulent juste savoir si tu as été capable de racker plusieurs heures pour savoir inverser ton arbre binaire ou des choses comme ça. Donc moi, en tout cas, ça va être quelque chose que je vais continuer à investir du temps dedans parce que je sais que c'est quelque chose qui est demandé en entretien, même si c'est pas forcément, même si j'en ai pas toujours besoin quand je développe le produit. Je râlais beaucoup au début, moi, quand j'ai commencé à faire des tests techniques. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un peu comme... C'est une gymnastique du cerveau aussi qui te permet, une fois que tu vas faire d'autres choses qui n'ont rien à voir, d'avoir juste une plus grande explosivité logique. Je sais pas comment le décrire exactement. Mais c'est comme le sport, quoi. Ouais. Tu travailles un peu l'explosivité de ton muscle. Juste pour dire à quel point c'est tellement standardisé dans les trucs d'entretien. En tout cas, peut-être pas en France, je sais pas, mais je sais qu'avec c'est que moi j'ai eu c'est vrai que moi je parle, c'est souvent de l'étranger. Je sais qu'en Allemagne on n'utilise pas trop, mais en Angleterre et aux États-Unis on utilise. Là, il y a quelques mois, il y a un recruteur, il m'a écrit pour que moi-même je fasse passer des entretiens techniques, algorithmiques à d'autres personnes qui candidataient pour d'autres entreprises. Juste pour te dire, tu vois. Mais rien de l'entreprise. C'est comme si moi, j'allais faire... toi, tu candidates à Airbnb. Et moi, je travaille pas pour Airbnb, mais je suis un freelanceur. Et mon job, c'est technical interviewer. Et je vais te poser des questions et je vais essayer de t'évaluer. Mais ouais, là c'est vrai que là, je parle beaucoup à ce sujet-là. Mais en fait, tout de suite après PHP, t'as pas besoin de te prendre la tête avec ça. Exactement, mais c'est une très bonne remarque. En fait, je vois aussi dans les discussions là par écrit, c'est très vrai aussi. On n'arrête pas de voir sur YouTube que c'est ça, qu'il y a des questions d'algo qui vont se poser, la fameuse épreuve du tableau blanc, ce genre de choses. Et ça, je crois que c'est systématique aux États-Unis. Je sais pas comment ça se passe en Angleterre, mais aux États-Unis, à ma connaissance, c'est systématique. J'avais vu aussi passer des trucs en Australie. J'avais l'impression que c'était exactement dans cette veine-là. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie ici en France.
Mais par contre, je discutais avec un CTO récemment qui a fait une marketplace dans le Bitcoin, enfin dans les NFT, et puis il m'expliquait que lui, il recrutait, que c'était une galère pour lui de recruter. Il cherchait des gens qui étaient capables, qui étaient bons en algo, et il n'en trouvait pas. Et il recrutait presque en sortie d'école de maths en fait. Et je pense qu'il y a des domaines dans lesquels vous allez être obligé d'avoir un très bon niveau en des problèmes. C'est des problèmes de performance qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut avoir au quotidien, parce qu'il y a un trafic gigantesque avec des spikes, parce que c'est très ponctuel. Il y a une annonce qui est faite, et dans la seconde, même en fait en général, les plus problématiques, elles sont infrasecondes, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose en 310 secondes et il faut réagir, il faut que tout ton infra réagisse. Ça c'est pas des problématiques que vous allez avoir en sortant de PHP. Ouais, non, clairement. Bon, bah, c'est cool. On a peut-être fait le tour là. Ouais, après, bon, effectivement, on peut toujours en parler, aller beaucoup plus loin dans tout ce qu'on se dit là. Mais dans le meilleur des cas, ça fera une table ronde supplémentaire. Avec plaisir en tout cas pour moi. Donc merci en tout cas d'être venu dans cette table ronde. Et merci à tout le public, avec beaucoup de gens que je connais. Et puis, on se dit... Un peu des réguliers. Comment ? Des réguliers, exactement. Ouais. C'est ça. Vous habitués. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, on est là. Yes. Merci Ryan. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Salut. Ciao.